Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 42e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mathieu Tremblay, bibliothécaire médiation culturelle pour le compte des bibliothèques de Laval et incontestable amoureux du 9e art. Mathieu Tremblay, salut. Bonjour Jean-Dominique. Merci beaucoup de passer à mon micro. Pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, je me dois de mentionner qu'on se connaît depuis quand même un certain moment, Mathieu. Vrai. Et qu'on collabore ensemble oui. à différents projets de médiation. Donc, tu es en quelque part mon patron. Je signe pas les chèques de paye, mais je suis ton patron. Donc voilà, tu travailles pour les bibliothèques de Laval. Ton libellé exact, c'est bibliothécaire médiation culturelle. Exact. Et comme tu es un indécrottable amoureux du 9e art, et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, on pourrait dire qu'on s'est connus dans des combats de chiens, mais ce serait faux. Écoute, évidemment, je voulais t'inviter parce que je voulais qu'on discute du rôle, dans ce cas-ci, des bibliothèques de Laval, quant à la médiation culturelle spécifiquement en bande dessinée, auprès de votre clientèle, hein, qui est à la fois de tous les groupes d'âge. Donc, je voulais vraiment qu'on aborde ce sujet-là parce que, bon, dans mon travail de conférencier, je me promène dans différentes bibliothèques. Là, je m'en allais dire commission scolaire, mais maintenant, c'est des centres de services. Hein? Exact. CSSSS. CSSSS. Mais dans le fond, c'est des commissions scolaires. Ouais. C'est comme tu faisais remarquer l'autre fois, ce qu'on appelle la SAQ. Il y en a encore qui appellent ça la commission des liqueurs. Ou Berry de Montigny. Donc, c'est ça. Moi, je voulais t'inviter parce que je trouve qu'à Laval, et ça, je ne veux pas du tout porter ombrage aux autres bibliothèques, aux autres groupes avec qui je collabore, mais on sent vraiment que la bande dessinée a une place vraiment méritoire, qu'elle est vraiment au cœur de votre travail. Donc, je voulais parler de ça avec toi, Mathieu. Et je vais te poser la question d'introduction, probablement la pire. La pire. Tu vas Quelles sont vos plus grandes qualités, vos plus grands défauts? Non, t'es pas en entrevue de job. Mais la BD, 2 petits points. Pourquoi? Point d'interrogation. Alors, pourquoi t'as amené ça dans ton travail? Qu'est-ce qui a motivé... Quelles sont les motivations derrière cette envie, dans ta pratique, de mettre la bande dessinée au cœur de la médiation culturelle à Laval? Écoute, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. J'envoie les gens. Attention, le pot s'en vient. Écoute, je vais remonter un petit peu en amont, si tu le veux bien, parce que tu le sais que tu côtoies les bibliothèques, autant en tant qu'usager, autant en tant qu'à l'animation et tout, comme conférencier. Une bibliothèque, c'est plus ce que c'était. Il y a 15 ans, c'était des grands entrepôts de silence. On rentrait dans une bibliothèque, c'était tranquille. C'est beau, ça, des entrepôts de silence. C'était des entrepôts de silence. Ouais, c'était avec le cliché de la vieille dame avec le chignon, les grosses lunettes qui faisaient chute et tout et tout. Ouais, mais là, t'es genré, par contre, Mathieu. Oui, je vais je sais. tout de suite. Bien, pour avoir étudié là-dedans, le ratio homme-femme est encore à peu près 85-15. Encore à ce jour? Oui, absolument. Curieusement, à Laval, il y a beaucoup d'hommes bibliothécaires, tout ça, mais durant mes études, le ratio était à peu près 85-15. Ben, en fait, je m'étonne de ça, mais dans les faits, je veux dire, je les côtoie, les bibliothèques, puis effectivement, c'est majoritairement... Tu es accueilli par des femmes, probablement. Ouais, voilà. Fait que dans le fond, les bibliothèques, aujourd'hui, c'est des milieux de vie. C'est intégré à la société. Ouais. Les gens viennent parce que c'est gratuit, les gens viennent parce qu'on a l'Internet, les gens viennent parce qu'on ne demande pas de carte d'identité à l'entrée. Tu peux venir dans une bibliothèque sans être abonné, passer ta journée à lire les journaux, repartir le soir. Sans emprunter, par contre. Sans emprunter, exactement, juste parce que c'est confortable, c'est des lieux sécuritaires. Et on en a partout. Il y en a 9 à Laval, il y en a une quarantaine à Montréal, il y en a une quarantaine à Québec. Et d'ailleurs, j'ai été étonné de ça, parce qu'une aussi grande agglomération comme Laval, qui est la 2e après Montréal, en fait, de... C'est Montréal, Québec, Laval. Laval, 3e, oui, c'est exact. Ça. Je trouvais ça pas beaucoup, moi, 9 bibliothèques pour Laval. Non, t'as raison.
En fait, il y a le ALA, la American Library Association, qui est une espèce de grande organisation américaine qui établit des standards. Donc, combien de bibliothèques par habitant, combien de bibliothécaires par habitant, la superficie de vos bibliothèques par habitant et tout. Et Laval est à peu près dernier au Québec pour tout. Ah bon? Ouais. C'est comme ça. On a eu des années tristes avec le maire Vaillancourt. Soyons bien honnêtes, on a eu des années tristes où la culture, le sport, le loisir étaient peu financés. On rattrape tranquillement les standards. Oui, parce que là, il y a une nouvelle gouvernance et on sent qu'il y a une volonté de ce Exactement. côté-là. On va avoir une nouvelle bibliothèque qui va ouvrir dans l'est de l'île. Tu es allé à la bibliothèque Marius Barbeau. Oui. Tu sais que ça va fermer au début septembre et la nouvelle bibliothèque va ouvrir au début novembre qui, elle, est beaucoup plus grande. Ça va être la plus grosse du réseau, déjà. On passe de la plus petite à la plus grosse. Fait que les standards s'en viennent aussi, le nombre de bibliothécaires et tout. Puis c'est un grand territoire Laval, tu le sais, là, c'est de l'ouest à l'est, c'est grand à couvrir. C'est énorme. C'est une drôle de bébite, hein? Il y a 30% du territoire qui est rural encore. Oui. L'agriculture est encore très, très présente à Exact. Laval. Fait qu'on a les centres d'achat et l'agriculture. Ouais. Voilà. Ça, c'est les deux côtés de la médaille. Fait que tout ça pour dire que les bibliothèques, c'est un milieu de vie. Les familles viennent. T'as pas le même public la fin de semaine que le soir, que durant la journée. Ce qui fait que quand on fait de la médiation, c'est super important d'être connecté avec tes usagers. Qu'est-ce qu'ils font, les usagers? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils lisent? C'est pourquoi que la bande dessinée, c'est une part super importante de nos prêts. Je suis allé fouiller d'ailleurs, j'ai sorti mes chiffres. C'est bien, j'aime ça les chiffres, Mathieu. Pour être exactement le plus précis possible. Et évidemment, je ne te mentirai pas, surtout la clientèle 0-20 ans, la bande dessinée est la chose et le document qu'ils empruntent le plus. Alors, si on veut les faire lire, les jeunes, si on veut leur parler, si on veut leur dire des choses qu'ils ont chez eux dans leur chambre, tout ça, on passe par la bande dessinée. Après ma barre, j'adore le médium moi-même personnellement, Oui. mais c'est un outil. Je le vois comme un outil. Parce que le jeune, lui, il en lit du manga. Fait que si tu veux aller chercher le classique, le jeune homme de 8 ans qui a de la difficulté en lecture, puis tu lui proposes des romans ou tout ça, ça n'embarquera pas. Mais une bande dessinée très, très simple pour l'accrocher avec des sujets fantaisie, sport, tout ça, là, tu ouvres des portes. Et je veux rebondir sur ce que tu dis parce que je l'ai vécu, moi, en présentant des conférences en milieu de francisation. C'est-à-dire que, et c'est là que j'ai reçu ça comme un choc, ça a été une révélation, moi, ça a été une épiphanie. L'écriture première, c'est l'image. Oui. On remonte à l'homme des cavernes, hein? Il n'écrivait pas des slams puis de la prose là, sur les murs. Donc, la première écriture, elle est démocratique parce que c'est l'image et que c'est à la portée de tous. Et quand une bande dessinée est bien racontée, donc lorsque le découpage est maîtrisé, lorsque les dessins aussi, la mise en page, la mise en scène, tout ça, lorsque ça c'est bien maîtrisé, ben c'est un langage. Oui. Et moi, je me bats tous les jours dans ma pratique pour rassurer des parents, parfois même des enseignantes et des enseignants, de moins en moins, Dieu merci, mais que la lecture engendre la lecture. Écoute, c'est intéressant que tu dis ça parce que je me suis pris des petites notes. Je me suis dit, je vais me préparer un peu quand même, les questions vont être costaudes. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont me demander pourquoi tu es allé en bibliothéconomie. Pourquoi tu es devenu bibliothécaire? Ben oui, en fait, oui. Puis une des raisons, c'est que la lecture te mène à tout. Tu veux devenir un actuaire, après ma barre, tu vois, lecture tremblée, qu'est-ce que tu dis là? Non. Si tu sais lire, tu sais faire des mathématiques. Je le vois beaucoup, puis je le constate. J'ai 2 garçons, et c'est ce que je leur dis tout le temps. Lisez les problèmes, lisez la question. Vous faites des mathématiques, vous allez comprendre si vous savez. La lecture mène à tout. On se parle entre convaincus, tu sais, il n'y a pas de problème, mais j'ai comme un flash, ça me dit, mon Dieu, c'est vraiment la porte d'accès, là. Pas nécessairement devenir littéraire ou quoi que ce soit, c'est la porte d'accès. Tu veux travailler sur un chantier de construction, t'as à lire. Puis quand on demande, on travaille avec les gens, puis on veut les faire lire, puis on commence, parce que l'analphabétisme, tu le sais, c'est un spectre. Puis ça va dans tous les sens, puis c'est pas nécessairement toujours la personne qui ne sait pas lire du tout. On commence par des choses très simples, hein. Un petit magazine, des indications, les règles d'un jeu de société. Tout est là. Tout est là. Oui, la vie moderne, on ne peut pas l'envisager non, exact. sans la lecture. C'est la porte d'entrée. Fait que pour revenir à ta question, dans le fond,
pour les jeunes, c'est la même chose. Puis si tu vas connecter leurs intérêts, vraiment, là, te dire, bon, qu'est-ce qu'ils aiment? Tu vois, je vais aller plus loin, mais même on fait même des activités qui sont pas en lien avec la lecture, mais on profite de leur attrait de la lecture. Tu vois, à partir de 2018, avec mon collègue Benoît, on s'est demandé comment rejoindre les ados. Tu le sais, tu travailles avec eux. C'est une clientèle qui est curieusement super en bibliothèque, mais ne participe pas. Ils sont là pour chiller. C'est gratuit. Ils ont l'Internet. Ils arrivent à 32. Ils se ramassent 2-3 mangas, là, ceux qui... Mais tu sais, puis dans le fond, nous, c'est bien correct parce qu'on les veut en bibliothèque. Je veux dire, t'as eu des enfants, t'as des enfants. Je veux dire, tu préfères qu'ils aillent après l'école en bibliothèque puis ils rentrent à la maison pour souper qu'aller au parc ou je sais pas. Tu sais. Mais comment aller les rejoindre, ces jeunes-là? Ils sont en bibliothèque. Comment leur parler? Fait que mon collègue Benoît et moi, on s'est dit, on va faire des soirées ados. On a appelé ça « Interdit aux adultes ». C'est des grosses soirées. On a eu, la plus grosse, on a eu plus que 300 ados. Fait qu'on parle de... Wow. On a ciblé... on a été précis, on a ciblé 11 à 14 ans. Parce qu'évidemment, ado, t'as 16 ans, tu fumes, t'as un char, tu peux peut-être pas te retrouver dans une soirée avec un petit gars d'11 ans. On s'entend. C'est sûr. Mais même encore, je trouve ça audacieux. 11 à 14 ans, il y a quand même un monde, là. Il y a quand même un monde, mais il faut découper. Oui. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on on a donné des thématiques à nos soirées. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme thématique? Le manga. Voilà. Fait que les jeunes, c'était pas une soirée où on lisait du manga, mais on leur a dit, hey, il va y avoir des activités autour du manga. Si ça vous tente de vous déguiser en personnage, allez-y. Bingo, super succès. Parce qu'ils se reconnaissaient là-dedans, tout ça. Puis nous, dans le fond, comment on amène des jeunes qui viennent déjà en bibliothèque, on amène des jeunes qui viennent pas en bibliothèque, pour leur montrer que c'est cool, quand même, une bibliothèque, que c'est le fun. On a fait ça après les heures d'ouverture, donc le soir. Ah ouais. Puis c'est interdit aux adultes. Les seuls adultes, c'était les bibliothécaires présents pour la surveillance. Pour le reste, le parent droppait leur enfant, rentrait, puis c'était de 7h à 10h. Ah, quand même. Puis il y avait un DJ qui mettait de la musique. Tu sais, c'était vraiment le fun. Il y avait un petit lunch, là, bonbons, chips, tout ça. Puis on laissait les jeunes crier, courir. La bibliothèque était à vous. Puis il y avait toutes sortes d'activités, tu sais, typiques là, du nail art, tu sais, des tatous temporaires, la réalité virtuelle. Puis puis on avait même installé, moi je donnais bien, un petit coin lecture, à un moment donné quand tu veux. Puis il y avait toujours des jeunes qui s'écrasaient sur des poufs, qui allaient lire un peu, parce que t'es comme, oh là, après 2 heures, je vais me calmer. Fait que tu sais, on utilise beaucoup l'imagerie de la BD, l'univers de la BD pour aller les chercher. Puis un coup qu'ils viennent en bibliothèque, après ça, on leur dit, hey, on a un petit club de lecture qui s'en vient. Hey, t'as vu, on a du manga, mais on a aussi de la belle BD. Parce qu'en bibliothèque, tu le sais, la notion d'adulte, c'est 12 ans et plus. À partir de 12 ans et plus, tu peux emprunter ce que tu veux. Fait qu'on leur dit, écoutez, on a de la belle BD aussi adulte, tu sais, et là, tu utilises les guillemets. Là. Exact, mais tu sais, c'est pas adulte dans le sens du sujet, c'est adulte dans le sens de bibliothèque, fait que du roman graphique, fait qu'on leur ouvre à un univers qu'ils connaissent pas beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que c'est important pour revenir au point de départ, que tu sais, c'est vu que les bibliothèques sont des milieux de vie, que les ados sont là, que les jeunes sont là, qu'on utilise vraiment la BD comme outil, là. Et je le rappelle, hein, c'est important pour celles et ceux qui ont des doutes. La lecture engendre la lecture et je vais te raconter cette anecdote-là. Sur mon parcours de conférencier, d'année en année, je revisite certaines institutions, je revois des classes. Et je vais toujours me souvenir d'une enseignante qui était très, très réticente à l'endroit du manga, qui a assisté à ma conférence. Et cette conférence-là n'est pas pour les jeunes, parce que dans le fond, les jeunes sont de mon bord. Ben oui. Et non seulement ça, mais là, ils se disent « Oh mon Dieu, le petit monsieur parle le même langage que nous. » Et là, quand ils me posent des questions sur Demon Slayer et que je réponds, là, ils font comme « Oh, OK. » Et donc, moi, mes conférences, surtout celles qui portent sur le manga, c'est beaucoup pour convaincre les adultes en place dans des positions de pouvoir, donc enseignants-enseignantes, bibliothécaires, etc. Et elle était très, très réticente, cette dame-là. Et je donne ma conférence. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de réactions avec les jeunes. Des fois, j'ai l'impression d'être une rockstar. Le gars, il connaît Naruto. Oui, puis à chaque fois, à chaque fois que je passe à une prochaine image dans ma présentation, je suis toujours obligé de compter un 30 secondes où là, il y a des réactions sonores. Oh mon Dieu, là, c'est Spike's Family! Bon.
Et donc, cette enseignante-là, à la fin de ma conférence, vient me voir et elle me dit ben écoute, t'as réussi à me convaincre, je vais en lire un ou deux, je vais voir. L'année suivante, je suis repassé et elle est venue me voir, puis et c'est devenu une grande lectrice de manga. Et ce qui est extraordinaire, Mathieu, puis je pense que tu dois vivre ça forcément comme bibliothécaire dans le cadre de tes fonctions, c'est que elle m'a dit la lecture du manga m'a ouvert à cette culture-là, mais m'a permis aussi d'avoir un tout autre rapport avec mes élèves. C'est exactement ça. C'est en plein ça. C'est exactement, tu vois, ce que tu résumes, c'est ce que j'ai tenté de résumer avec mes soirées. Puis l'exemple du manga est intéressant parce que c'est un univers à part. Puis on le voit parce que, bon, je ne suis pas en bibliothèque là, du matin au soir, mais le nombre de parents qui viennent nous voir avec un manga, disent « Hey, mon enfant est en train de lire ça, regardez. » Puis il y a évidemment, le manga a son langage à lui, son visuel. Il y a une jeune fille avec un décolleté. Puis là, le parent dit « Comment ça? Vous mettez ça pour les 9 ans, puis les 10 ans, puis les 6. » Il y en a beaucoup moins. Le manga commence, puis je reprends ce que tu dis, le manga chez les parents, les enseignants commencent à être compris pour ce qu'il est aussi. C'est son langage à lui, tout ça. Fait que je vais te faire un petit test. Hein? Oh my God, OK, ouais. Je me suis permis d'imprimer, j'ai trouvé ça très drôle encore une fois, je me suis permis d'imprimer les bandes dessinées, incluant les mangas évidemment, les plus empruntées depuis 2020. Donc, OK. Depuis 2020. Ouais. Parce qu'elle ne donnait pas, à un moment donné, il faut arrêter. Puis j'ai dit, ben, je vais calculer ça. Est-ce que tu es capable de me nommer le top 3? One Piece? Écoute, je ne l'ai même pas relevé, One Piece, dans les 15 premiers. Non. Je sais que Garfield est populaire. Garfield est deuxième. Bon. Garfield est deuxième. Mais, OK, tu veux une statistique pour statistique? Vas-y. Non, mais parce que ça vaut la peine oui. de le mentionner. Alexa, avec l'agent Jean, est publié chez Presse Aventure, qui publie des traductions françaises de Garfield. L'agent Jean vend plus que Garfield. C'est malade. Donc, j'imagine que l'agent Jean est dans ton top. Écoute, c'est les expériences de Mini-Jean. OK. Oui, les expériences de Mini-Jean. Qui est le plus emprunté. Tu vois là, 1185. C'est le nombre d'emprunts là, depuis 2020. Là. Fait que... 1185? Ouais. OK. Wow! C'est fou, hein? C'était intéressant de voir ça. OK. Top 3, non? Du coup, c'est des classiques là-dessus. Ben, Garfield est deuxième. Ben là... On parle de plus de 3000 emprunts. Là. Classique. Quand même pas Tintin. Non. Naruto premier. Ah oui, Naruto plus que One Piece. Ouais. Naruto. Dragon Ball, es-tu là? Je l'ai pas vu. Tu vois, j'ai revisé ma liste ce matin. Pas vu. OK, donc Naruto, Garfield... Puis le troisième, j'ai été vraiment surpris. Écoute, Studio Danse. Ah ouais? Absolument. Moi aussi, écoute, c'est très ciblé jeune fille en plus. Oui, Studio Danse, troisième, dans les BD les plus empruntés. J'aurais considéré ça dans un top 30, là, mais dans un top 3, là, je suis vraiment impressionné. Toi, tu parlais de Demon Slayer, qui est sixième. Ouais. Intéressant. Je l'ai souligné, bon, l'expérience de Mini-Jean, à peu près 15e. Le premier album classique, d'un auteur classique. Là, on parle. Classique, tu parles franco-belge? Oui, franco-belge, exact. Schtroumpf? Oui, absolument. 120 blagues de Schtroumpf. Le pire, c'est que je sais pas c'est quoi cet album-là. C'est des petits albums carrés avec du strip. OK, c'est donc, ce que je me doutais, oui, mais... oui. Puis fait qu'ils ont extrait... Parce que c'est refait, ça, ou c'est quoi la... Ah, non. C'est parce que là, Peyo, hein... Je veux pas qu'on parte sur Peyo, là, mais... je te connais, je te connais, hein. C'est le danger. Ouais, je m'en allais ouvrir la porte. Oh, je le sais, je l'ai vu. Oh, que je m'en allais parler du Schtroumpfissime et tout ça. Oui, c'est ça, c'est des compiles de blagues faites par des artistes qui travaillent au studio. OK, donc, c'est ce que je pensais, mais je me disais, oui. Et, j'avais noté des petites choses. Il y a aussi les insectes en bande dessinée. Je trouve ça super intéressant. Les insectes en bande dessinée, c'est chez Michel Quintin, ça? Non. Non, c'est chez où donc ça? C'est Cosby au dessin. Puis il y a les dinosaures, il y a les insectes, il y a les animaux marins. Okay. Mes garçons adorent ça. J'ai été surpris parce que c'est des blagues, puis c'est en même temps informatif. OK. L'agent Jean, le réel, saison 2, tome 5. Là, je suis super précis, qui est à peu près 25e.
Ah oui, je suis étonné parce que, tu vois, au niveau des ventes, tu connais le bilan Gaspard, qui est le bilan annuel des ventes de livres au Québec et qui présente les chiffres et des analyses. Et c'est par catégorie de livres. Donc, au niveau de la bande dessinée, dans le top 30, là, La Jean-Jean est là 4 fois dans le bilan en 2023. Non, c'est ça, exact. Et il bat Garfield. Mais dans le jeunesse, là, à part La Jean-Jean, tu m'as pas parlé beaucoup de Québécois. Écoute, il y en a à peu près pas. Mais c'est étonnant, ça, parce que... À part le Jean-Jean, puis c'est l'univers Ita Ninja, puis tout ce qui tourne oui, mais c'est autour. depuis 2020, par contre. Oui, c'est plus 2020, puis on parle vraiment d'emprunts, là. On parle de plus de 1000 emprunts. Parce que dans les mangas, il y a les élus El June de Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre. Oui. Chez Michel Quintin. Mais ça, c'est nouveau, ça a à peine un an. Donc, j'imagine que ça, dans tes statistiques futures... Là, ça devrait monter. Tout. Ça va mais tu sais, il reste ouais. quand même des classiques, là, les légendaires, ouais. Des trucs comme ça. Là. Dernière question, juste pour te... Ouais. Quel est l'album adulte qui est à peu près à vue de nez à la 40e place? L'album adulte numéro 1. Donc... Je dis adulte encore une fois, là, avec un sujet adulte. Là, J'ai été agréablement surpris parce que c'est vraiment une super belle série. C'est une série, en fait. Bon, là, tu viens de me donner un indice. Je te donne un indice. C'est pas Mouse d'Art Spiegelman. Non, c'est pas un vieux classique, c'est vraiment récent. De mémoire, l'auteur a publié le dernier il n'y a pas très longtemps. Là. Ben là, Michel Rabagliati. Non, c'est pas québécois. Ah, ok, je pensais que c'était québécois. Excuse-moi, non, c'est pas québécois, excuse-moi. En fait, c'est le seul album adulte qui paraît dans cette liste-là. Donc, évidemment, les enfants ils empruntent beaucoup. Puis je dis comme, mon Dieu. Tu me dis que c'est une série? Oui. Mais c'est une série, tu sais, c'est pas une série là, où tous les albums se suivent. C'est une histoire qui est racontée sur plusieurs albums. Je te donne un nouvel indice. Aïe. Ok. Donc, probablement... Écoute, il y en a trop, en fait. Européen. Il y en a trop. Écoute, je pense pas que tu cliques parce que c'est... C'est quoi? Ah, niaiseux. Ben oui, l'Arabe du futur de Riyad Satouf. Mais c'est intéressant, ça. C'est intéressant, hein? Parce que ce que ça dit, et ça, je veux qu'on en parle, tu sais, Laval, c'est cosmopolite. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui vivent là. Ça, c'est un indicatif majeur. Oui. Jean-Dominique, je pense que oui, parce qu'évidemment, la plus grosse communauté immigrante à Laval, c'est les Maghrébins. On voit que, tu sais, on regarde la langue arabe, quand on regarde Statistique Canada, il y a de plus en plus de monde dont la langue arabe est la première langue à Laval. Puis on en voit en bibliothèque, les Maghrébins sont nombreux en bibliothèque, en famille. Fait que je n'avais pas fait de lien, mais c'est intéressant que tu dises ça. Mais j'espère que vos usagers... qui sont justement pas issus de l'immigration, font aussi l'expérience de cette série-là de Riyad Satouf. Oui. Parce que, oui, c'est un phénomène éditorial, oui, c'est un succès important, mais au-delà de ça aussi, c'est un album, c'est une série inclusive. Donc, Riyad Satouf, il raconte sa jeunesse avec beaucoup d'humour, de tendresse, mais avec, en toile de fond... tout le contexte sociopolitique, culturel. Donc, lire l'Arabe du futur, c'est en quelque part tenter de comprendre le monde dans lequel on vit avec ses ramifications complexes et multiples. Exact. Ah, c'est réjouissant. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu l'intégrale de ça, c'est gros un dictionnaire. Non, j'ai pas... Ça vivrait pas longtemps en bibliothèque, je pense. Non, mais non, oublie ça. Un objet comme ça, tu l'ouvres 2-3 fois, puis après, tu y touches plus. Oublie ça. Ah oui, donc Riyad Satouf. C'est intéressant. Hein? Moi aussi, j'ai repassé à travers ça. Oui. Ouais. OK. Mais en même temps, je suis un peu bête de ne pas y avoir pensé, parce que c'est un peu l'évidence même. J'aurais pu donner quelques indices de plus, mais moi, j'aurais jamais pensé à ça. Même si j'ai lu la série, puis je la connais, puis je la recommande régulièrement, mais... Et c'est intéressant aussi, parce que du point de vue de graphique, tu sais, pour les puristes qui ont grandi ou qui ont connu l'école franco-belge avec le dessin très, très cadré, arrondi, bon, que là, ce soit du côté d'Hergé, la ligne claire, ou du côté de l'école Massinelle avec Tilleux, Franquin, etc., Peyo, t'en
l'Arabe du futur, il y a un swing dans le dessin. Ah, là. ben oui, ben oui. On est dans la bichromie aussi, on n'est pas dans l'album couleur à la Tintin. Donc, Exact. lire l'Arabe du futur pour des gens qui sont pas des habitués de la bande dessinée, ça peut à plusieurs égards représenter un défi. Là. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une belle porte d'entrée Ah ben oui. pour les gens qui connaissent pas la bande dessinée, Ah ouais. qui n'aiment pas, entre guillemets. Puis je vais reprendre un exemple. Tu vois, mon père, qui a encore la vieille pensée que la bande dessinée, c'est pour un truc pour enfants et tout. Mon année, je lui ai acheté à Noël, je ne savais pas quoi l'acheter, nos parents l'ont tout, anyway. Je lui ai acheté 120 rue de la Gare. Mon père adore les polars, puis tout ça. Ah oui. Ouais, je dis, hey, lis ça, dis-moi ce que t'en penses. Parce que Tardy a un trait très agréable à l'œil. En plus, c'est hyper bien documenté, si t'es déjà allé à Paris, par exemple, et tout. Puis, bon, tu sais, Deuxième Guerre mondiale, post-Deuxième Guerre et tout. Il y avait plein d'éléments intéressants que mon père a adoré. Il dit, wow, OK. Est-ce qu'il y en a lu d'autres, Ouais. du Tardy? Ouais. Donc, il a lu son truc sur la Juste- guerre. Oui. Ah, d'autres Tardy. Il a lu d'autres Nestor Burma. Je ne sais pas s'il a lu d'autres Ah oui? d'autres Tardy, mais il a accroché son Nestor Burma au bout. Ah oui. Puis il a dit, je savais pas qu'on pouvait faire ça en BD. Non, mais quand c'est bien fait, effectivement. Mais tout se fait en BD. Mais tu vois, c'est des portes d'entrée. Fait que je compare un peu 120 ouais. rue de la Gare avec Riyad Satouf. C'est comme, ce sont des magnifiques portes d'entrée pour des adultes qui ont une vision très schtroumpf, la BD, là, tu sais. Non, effectivement. Puis C'est des petits bonhommes, là. Et j'imagine que dans ta pratique, tu fais encore face à ce préjugé défavorable-là. Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que, tu le sais, je veux dire, t'es familier aussi avec les librairies. Ce qu'on a en commun avec la librairie, c'est la mise en valeur. On a un marketing à faire en bibliothèque. Quand les gens rentrent en bibliothèque, puis là aussi, on a fait beaucoup de chemin. Parce que rappelle-toi, il y a 15 ans, tout était classé, tu voyais juste la frange, puis c'était pas super chouette. Là, on essaie de mettre des trucs en promotion, en évidence. Puis quand on a des sujets qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée, moi, je dis tout le temps aux gens qui font de la mise en valeur, il y a une bande dessinée sur ça. On va Oui, la sur tous trouver. les sujets. Que ça soit, tu sais, le mois de l'histoire des Noirs, Ouais. bon, qui est assez classique et tout, ou la journée de l'Alzheimer, ou la semaine de ceci, ou la journée des poètes. Je dis toujours à mes équipes, des fois je le fais aussi parce qu'il y a des manques, hey, mettez-moi de la BD là-dedans, là. Ouais. Fait que là, Il y a encore, je pense, beaucoup d'éducation à faire. même à travers nos équipes, c'est le point que je voulais Oui, amener, mais- tu sais. Mais bon, Oui, mais en même temps, tu sais, c'est tellement vaste le 9e art Oui. que souvent la réaction des gens c'est ah mais moi je suis pas un spécialiste. Ben à ce compte-là, tu manges. Est-ce que tu es un gastronome? Non. Tu conduis une voiture, est-ce que tu es un mécanicien? Non. Donc, Exact. tu vas voir un spectacle, est-ce que tu es un critique de spectacle? Non. Alors, pourquoi tout à coup la bande dessinée, ce serait l'adage des spécialistes? Et qu'est-ce que c'est un spécialiste en bande dessinée? Mais je veux dire, je trouve ces concepts-là un peu absurdes, puis je trouve que ça freine beaucoup. Je pense que les gens sont intimidés. Et c'est la même chose pour le manga. Alors, les gens qui ont un orteil dans la bande dessinée, mais qui lui connaissent rien du manga, ont exactement la même réaction. Fait que Vrai. le travail est à refaire encore. ouais, absolument. Et pourtant, le manga est tellement populaire, ça devrait être naturel pour quelqu'un qui travaille avec des jeunes, Oui. d'utiliser le manga, le dessin, Ben, c'est parce qu'il faut trouver le point de rencontre. là. faut trouver le point de rencontre, exact. Mais oui, c'est vraiment marquant. Donc la bande dessinée, c'est démocratique et il y en a pour tous les goûts, sur tous les sujets, comme tu dis. Moi, souvent, ce que je dis aux gens qui sont réfractaires, je dis il y a une bande dessinée par lectrice-lecteur. Peu importe ton champ d'intérêt dans la vie. Et Dieu merci, depuis qu'on a accès au manga, on a accès à des choses tellement pointues. Tu aimes la balle molle féminine, ben il y a une série là-dessus. Tu aimes le vin? Tu aimes le vin, Une tu aimes le pain, il y a une série là-dessus. Je sais, Il y a ça- des séries sur tout maintenant. Je sais. Il y a des albums sur tout. Donc oui, c'est un réflexe à développer, ça, de dire, OK, on a une thématique X du livre, on va mettre des documentaires, du roman, des magazines, de la poésie. Ouais. Il y a aussi de la bande dessinée. Exact. Puis tu sais, c'est intéressant, je pourrais te l'envoyer si ça t'intéresse. En 2022, j'ai noté ça quelque part, je vais regarder mes petites notes. En France, ils ont fait une super belle étude auprès de 1500 jeunes.
On parle de 7-20 ans sur leurs habitudes de lecture. Et c'était vraiment fascinant parce que la bande dessinée, c'est encore 75%. On parle de BD, eux, ils ont classé ça comme ça, BD, manga, comics. Chez les 7-20 ans, moi, j'aime ton tirer, les Français. Puis c'est le Centre du livre national qui ont fait ça. Et c'est encore 75% de leur lecture. Ben d'ailleurs, On pourrait penser que le roman, parce que on s'entend qu'il y a un autre champ qui a éclaté, moi je le vois dans ma pratique, c'est le roman jeune. Quand on était jeune, nous, bon Moran, la Bibliothèque verte, puis du québécois, il n'y en avait pas. puis des vieux trucs. Là. Moi, je me souviens des vieux machins de détectives. Là, exact, super poche, tu sais. Ouais. Bon, une moment donné, il y a eu la courte échelle, tout ça, mais on a eu le même parcours, on n'était pas gâtés. Alors qu'aujourd'hui, je répète ce que tu viens de dire, il y a des romans pour à peu près toutes les tranches d'âge, là. Des romans en gros caractère pour les jeunes qui ont plus de difficultés, avec plus d'images, moins d'images, puis ça file. Mais malgré tout, 75% de leur lecture, jusqu'à l'âge de 20 ans, là, de la bande dessinée. Incroyable, hein? Ben, d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais en France, durant la COVID, le gouvernement Macron avait donné un montant forfaitaire aux enfants pour qu'ils puissent consommer de la culture. Ah oui? OK. Ouais, tu te souviens pas de ça? Non, Et c'est fascinant, parce que je pense dans les proportions, c'est 75 ou 80% est allé dans la bande dessinée et plus spécifiquement dans le manga. Tu sais, donc c'est ça, la consommation de la culture est allée là. Oui. Puis dans l'étude, tu vois, puis ça recoupe ça, ils classaient aussi en lecture obligatoire, lecture de loisirs. OK. C'est dans le sens, c'est à l'école, il faut que tu lises tout ça. Puis malgré tout, tu sais, c'est sûr qu'en vieillissant, le roman prend un petit peu plus de place, mais dans la zone lecture de loisirs, la bande dessinée restait autour de 60%. Là. Fait que ça reste quand même que les gens, ils sont très accrochés à ça. C'est par là que ça passe, là. En même temps, dans les écoles secondaires, Paul de Michel Rabagliati est une lecture obligatoire dans plusieurs écoles. Et c'est chouette des lectures obligatoires où il y a quand même un vaste pourcentage d'usagers qui ont du plaisir. Oui. Tu sais, moi, mes lectures obligatoires au secondaire, ceci dit, tu sais, je dis ça, puis j'avais lu... mon Dieu, j'ai lu Michel Tremblay, évidemment. Oui, bon, ça c'est quand même... C'est un classique, puis c'est important de faire lire ça aux jeunes, même encore aujourd'hui, tu sais, mais... moi, à mon époque... Ben, tu sais, c'était Le Survenant, c'était Monod, Maître Draveur. Je me souviens, Surréal 3000, ça dit quelque chose? C'est un truc de science-fiction québécois. Oui, mais ça, j'ai pas lu ça. Okay. J'avais lu du Jacques Poulain. Volkswagen Blue, genre? Ou, non, même pas. Le truc qui se passe sur l'île, avec le traducteur de comics qui va vivre seul sur l'île. Oui. C'était un excellent roman. C'est un excellent roman, t'as raison. Les Grandes Marées. La Grande Marée? Jacques Poulain. T'as pas qu'à Marée. OK? C'est les références sur Google. Voilà. Mais oui, donc maintenant, puis même au primaire, il y a de plus en plus de classes qui lisent, par exemple, Le Facteur de l'espace de Guillaume Perrault. Exact. D'ailleurs, il y a 2 magnifiques ouvrages signés Marie-Hélène Marcoux, et c'est des ouvrages, la bande dessinée au secondaire et la bande dessinée au primaire, où ce sont des albums, des outils proposés pour faire de la médiation en classe avec la bande dessinée. Et ça, c'est extraordinaire. Là. Ça n'existait pas dans notre vieux temps quand on avait des télés en noir et blanc puis qu'on allait à l'école en charrette. Écoute, encore une fois, je me suis dit, OK, je vais me préparer des petites questions. Puis mentalement, j'ai révisé qu'est-ce que je lisais quand j'étais tout petit. OK. Puis tu sais, effectivement, l'offre était pas... même du côté de la bande dessinée, malgré tout, là, parce que tu sais, ça passait par nos parents, tout ça. Ouais. Puis je veux juste raconter quelque chose, puis ça va te faire sourire. Je suis passé par l'école Tintin. Ma mère achetait des Tintins. Je ne savais pas lire. Elle m'achetait des Tintins. Mais je regardais les images, qui étaient magnifiques. À un moment donné, je me suis mis à lire. Puis là où j'ai découvert la bande dessinée, là, ça va te rappeler un beau souvenir. C'est... Ma mère est arrivée avec un petit album mou, noir et blanc, la collection 16-22 chez Dargaud. Oh mon Dieu, oui. Mais lequel? Fred? Un album de Fred? Time is Money. Oh, d'Alexis! J'ai ouvert ça. Ouais. Mais moi, je lisais du Tintin, là. J'ai ouvert ça, je suis comme fait... Je comprends pas le dessin.
je comprends pas l'histoire. C'est bien spécial. Tu sais, ton premier réflexe, mais en plus, si t'en as eu des 16-22, ils décollaient tout de suite. C'était super cheap. Curieusement, je les ai encore. J'ai du bric-à-brac. Tu sais, ça tirait de partout. Là, tu sais, il y avait du Fred aussi. Il y avait du Fred. J'ai un ou deux Achille Talon. Ouais. Il y avait des Lucky Luke qui paraissaient pas dans des albums, qui ont mis là-dedans. Histoire de je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est là que la grande porte de la BD a fait comme « Ah, OK, il y a d'autres choses, là. » Mais c'est une initiative quand même extraordinaire à l'époque, parce que, encore une fois, c'est la démocratisation par le truchement d'un objet... Ça devait coûter pas cher. Ben non, mes parents n'étaient pas riches, puis un album, c'était, je me souviens plus, ça devait être 3-4 $, peut-être un Tintin à l'époque, je sais pas. Mais 16-22, ça devait coûter rien, là. Non. Puis il y avait même des traductions, il y avait Snoopy, il y avait des traductions des Peanuts aussi dans cette collection-là. Donc toi, donc t'es passé d'Hergé à Alexis, toi. Exact. Exact. C'est un choc, ça. Oui. Puis après ça, quand tu arrives au cégep, ben là, tu as accès, tu sais, la bibliothèque du cégep avait beaucoup plus de trucs de type Dingo Dossier. Puis là, j'ai découvert... T'étais où, toi? T'étais à Québec? Ouais, cégep Sainte-Foy. C'était une On n'avait pas la même bibliothèque, Mathieu. Il y avait du Gottlieb, nous, écoute. Fait qu'on se tapait du Dingo Dossier. Puis il y avait même du Rolovli. On était des jeunes adultes, on pouvait emprunter ça, tout ça. Fait que moi, c'est drôle. Oh mon Dieu, parce que moi, j'étais au cégep à Valleyfield, tu sais, puis moi, c'est mon enseignant, André Brassard, qui avait une fabuleuse bibliothèque. Puis je parle de lui au passé parce qu'il est décédé il y a 2 ans. Et ça a été quelqu'un de très, très important dans mon parcours. Et j'en prends la pleine mesure aujourd'hui, surtout depuis qu'il est parti. Mais alors lui, il m'a fait découvrir FMUR, il m'a fait découvrir le trombone illustré. Je savais pas qu'il était amateur de BD. Tu connais André Brassard? Oui, ben je le connais pas personnellement. Mais pas le metteur en scène, là. Je te parle de... Ah, OK, excuse-moi, un enseignant de français. Non, OK, excuse-moi, je te dis enseignant, puis je pensais... OK, je reviens. Non, j'ai pas fait l'école nationale, donc j'ai pas eu... Non. Excuse-moi du... Toi, tu parles du André Brassard qui buvait du Cherry Coke. C'est pas toute la même personne. C'est pas... OK. Non, pas du tout. Fait que t'as eu un enseignant, excuse-moi. Oui, un enseignant vraiment déterminant, puis lui, il a été ma bibliothèque. Il a vraiment été mon pourvoyeur mon pusher. Et ça ouvre des perspectives. C'est fou. Il y avait, tu vois, nous, à l'école primaire, des ricochets. Ce qui était intéressant, tu vois, on va reconnecter avec les bibliothèques, c'est que dans notre rôle aussi, on a beaucoup un rôle conseil auprès des parents, évidemment, mais auprès des commissions scolaires, Puis des fois, on nous disait, moi, je veux me bâtir une petite bibliothèque dans ma classe. Est-ce que vous pouvez nous aider, tu sais? Puis ça, c'est intéressant parce que j'ai le souvenir que moi, la personne qui avait acheté des BD quand j'étais en 6e année, avait acheté comme 20 ricochets, puis c'était ça. Fait que... Alors que quand même, il y avait plus que ça. Là. Mais tu sais, fait que là, on est là, nous, c'est intéressant parce qu'on a une prof de 6e année qui dit, ben moi, je veux me garnir un peu, j'ai un petit budget, j'ai 500 $, est-ce que vous pouvez me conseiller? Fait que là, on les aide aussi. Tu sais, ça fait partie de notre travail. Puis après ça, évidemment, on peut prêter. C'est ça. C'est complémenter. On complémente parce que les professeurs, dans le détail, dans le fond, les professeurs ont une carte spéciale. Quand tu es un organisme, quand tu es un professeur, tu as droit à une carte spéciale qui te permet d'emprunter plus de documents pour plus longtemps. Okay. Puis les professeurs, régulièrement, ils nous contactent. Je vais faire une activité sur le printemps. Pouvez-vous me préparer une boîte de 60 livres sur le printemps? Mathieu arrive, il dit, bien sûr, on va vous mettre un peu de bande dessinée là-dedans. Ben oui. Tu me connais maintenant. Mais évidemment, il y a du documentaire, il y a de l'album jeunesse, il y a de tout. Fait que ça fait partie de notre métier aussi. Fait que c'est sûr que moi, j'en profite tout le temps pour glisser de la BD ici et là. Tu sais, même si, encore une fois, des fois, le sujet, le printemps, BD, attention, on peut avoir des choses super le fun. Ah oui. Que ce soit par ricochet, justement, ou carrément le sujet, il y a plein de trucs, là. Et là, on a beaucoup parlé de la clientèle jeunesse, jeune adulte. Mais qu'en est-il des autres clientèles, mon cher Mathieu, quant à l'emprunt et la fréquentation du médium de la bande dessinée en bibliothèque? Je suis retourné voir mes chiffres parce que j'étais pas sûr, je les connais bien parce que personnellement, je fais beaucoup de médiation avec les ados. Ouais. Je fais beaucoup de médiation en francisation, alphabétisation. Ça, c'est un petit peu mes dossiers comme tels. Je travaille aussi un peu avec les jeunes adultes, mais... Bien souvent, la clientèle adulte, c'est une clientèle qui, dans les faits, côtoie peu les bibliothèques entre 20 et 45 ans.
La courbe normale de l'âge, bon, je vais me lancer, puis après ça, je vais te donner des chiffres d'emprunt. Mais la courbe normale de l'âge, c'est qu'on côtoie les bibliothèques de manière assidue jusqu'à l'âge de 20 ans, pour les gens qui y vont, évidemment. Là, parce que, bon, tu es obligé, c'est l'école, c'est à côté de chez vous et tout, tu étudies. Puis quand tu arrives après ça, ta première job, pouf, la bibliothèque disparaît. Puis elle revient quand tu as des enfants? Elle revient ça? quand tu as des enfants, exactement. Fait que, tu vois, je sors les chiffres, tu m'arrêteras, c'est des choses qui t'interpellent. Par année, je vais dire ça comme ça, c'est les chiffres de 2022. Okay. On a 88 000 abonnés à Laval. Pour une population d'à peu près 400, 2022 un petit peu moins, là, 430 000 personnes. Donc un cinquième? À peu près, exact. Okay. On fait environ 1 700 000 prêts de documents par année. Okay. C'est quand même étourdissant. Hein? Puis on a plus de 200... Parce que moi, je pense à la boîte de retour. Alors, avec la fameuse blague, évidemment. Oui, ben là, je prends un temps d'arrêt juste pour dire, dans le cadre de tes fonctions, Mathieu, tu nous as engagés, Jimmy Beaulieu et moi, cet été pour offrir des conférences dans les 9 bibliothèques de Laval. Et c'était les jeudis, vendredis soirs. Et souvent, on présentait dans un local adjacent à la boîte de retour. Et c'est très bruyant, les boîtes de retour. Pour vrai, est-ce que les documents s'abîment? Est-ce qu'ils sont endommagés? Les documents s'abîment. Et là, tu t'as constaté par ton exemple comment les bibliothèques de Laval sont désuètes. Parce que quand tu conçois une boîte de retour collée avec ta salle d'animation, tu comprends bien que ça n'a pas été super bien réfléchi. Là. Oui, mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes dans le réseau. Il y a des choses plus urgentes que ça, mais il reste quand même que... Et ma blague, c'est que ça fait vraiment le bruit d'un corps qui tombe. Alors, un roman, là, ou une BD cartonnée avec dos... reliure allemande, là, c'est étonnant le bruit que ça fait quand ça tombe. Oui. Donc, ça fait beaucoup. 1 million... Oui, 1 700 000. Hey, c'est quasiment 2 millions. Ça. Documents, ouais, exact. OK, exact. Donc continue dans tes chiffres. Donc, dans le fond, au niveau du prêt, je vais y aller comme je les ai organisés. Au niveau du prêt de bande dessinée, la baie des jeunes, donc qui inclut le manga, c'est 235 000 documents par année. Donc, c'est à peu près 14 %. Là. Oui, OK. Ouais, je suis pas allé vers le roman, tout ça, ça ne nous intéresse pas pour notre discussion. La BD adulte, 2,6 %. Ouh, OK, il y a quand même un... On drop beaucoup. Excusez l'anglicisme, il y a une chute assez drastique. Oui. On parle de 43 000. Ah, tu vois, non, le manga est séparé. Tu vois, Fait que le manga, 2,6. OK, 2,6 pour le manga. Et pour la bande dessinée? Et jeunesse, 235 000. Malgré tout. OK. Puis ça, le manga jeune est à 2,6 et le manga ado, je les ai divisés 2 %. Fait qu'à peu près 5 % le manga pour les emprunts. Tu vas me dire, oui, mais Mathieu, qui emprunte exactement? Ben oui, ça, vraiment, oui. Et je suis très... Oui. Donc, grosso modo, en bibliothèque, chacun des réseaux fonctionne de la même manière. Enfant, c'est à peu près 0-11 ans. OK. Ado, on parle de 11-17. Adulte, puis aîné, ben, tu sais, l'aîné, il y en a qui commencent à 55, 60, 65, mais c'est à peu près autour de 60 ans. OK. Fait que je veux pas te décourager, on approche. Moi, plus que toi. Ben, toi, mais ça s'en vient. Ouais, moi, je suis de 2 ans, puis je suis rendu membre de la FADOC, là. Fait que chez les enfants, 26 % tu ne seras pas surpris, ils empruntent des albums. On parle pas de bande dessinée, on parle des albums cartonnés, des albums jeunesse. La BD jeunesse, 25 %. Fait que 26-25. Fait que la moitié des emprunts pour le 0-12 ans, là, c'est des albums et de la bande dessinée. Wow, OK. Chez les ados, c'est 24 % de la BD. OK. Roman jeunesse, 18 % et le manga, 11 %. Ah bon, donc le roman supplante le manga? Oui. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, exact. On parle de 18-11, fait qu'en termes de chiffres, c'est 23 000 versus 14 000. Alors, pour rassurer les auditrices et les auditeurs que la lecture engendre la lecture, c'est pas parce que votre enfant lit des mangas, lit de la bande dessinée, qu'il s'abrutit et qu'il lira pas autre chose. Exactement. Formidable. Continue, Mathieu. Non, exactement. Chez les adultes, j'ai écarté là, les catégories qui ne nous intéressent pas. 21 % des albums, parce que l'adulte, il emprunte beaucoup pour son enfant. Ah, beaucoup. Oui, donc BD jeunesse, 13 %. Tu un adulte emprunte 13 % de BD jeunesse. Non. Oui, il y a des adultes qui lisent du Tintin, du Lucky Luke.
On s'entend, mais moi, je le fais pour mes gars aussi. Là, quand ils disent « Papa, on n'a rien à lire cette semaine », je leur ramasse un peu de trucs. En passant, les tuniques bleues, ça n'a pas pogné. Non, hein? Non, je fais une mini parenthèse parce que je sais que ça t'intéresse. Ils lisent ce que les jeunes lisent d'aujourd'hui. Kid Paddle, puis tous ces trucs-là. Game Over, tout ça. L'Imbattable, est-ce que tes gars lisent ça? L'Imbattable, ils ont adoré, je les ai achetés, ça roule. Et de temps en temps, je glisse un vieux classique dans la pile. OK. Fait qu'ils lisent, Tintin, Astérix, ça c'est fait, Lucky Luke, Schtroumpf, ça c'est de la lecture régulière. J'ai essayé les tuniques bleues, ça n'a pas passé. Je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas accroché. Léonard, ça marche encore bien. Oui, Léonard, c'est du gag. Oui, Robin des Bois, qui est l'autre série des mêmes auteurs, ça marche encore bien. J'ai tenté Spirou, mais Spirou, l'affaire, c'est que, puis on pourra en parler pendant plusieurs heures, mais les albums, il y a beaucoup d'inconstance, c'est pas les mêmes auteurs, les mêmes dessins et tout. J'ai tenté les albums plus récents pour essayer de les accrocher, puis ça n'a pas passé. Mais mettons Tom et Jean-Ry, là. Ouais, j'ai essayé... C'est fou, parce que tu dis plus récent, mais Tom et Jean-Ry, ça date quand même, là. Mais ceci dit, je pense qu'il n'a pas accroché, c'était Velman, c'était pas Tom et Jean-Ry. Ouais, je pense que c'était Paris sous Seine. Je pense que c'était Paris sous Seine. Ah non, ça c'est le truc un peu mangaesque. Ouais. Ça c'est Munera, puis... Je me trompe, je pense. C'est lui qui a fait par la suite Zorglub. Exact. Vraiment excellent. J'en ai glissé 2-3, mais je pense que je vais peut-être essayer la période Franquin. Hey, come on, là, Mathieu. Là. Arrête de niaiser, là. Tequila, Heineken, Franquin. Plus le temps de niaiser. Je retourne à mes chiffres avant que tu me fasses des gros yeux. Ouais. Et on revient à un sujet dont on a jasé un petit peu avant la rencontre. Chez nos aînés. Oui. Ça, c'est un petit dada pour moi, parce que c'est un peu de l'eau au moulin pour les jeunes. On est convaincus, toi et moi, puis ça marche bien, puis il ne faut pas les lâcher, parce que ça, entre autres, la lecture empêche le décrochage, on le sait. Nos aînés, 58% du roman. Donc, nos aînés, c'est du roman. La BD adulte, 5%. 5% chez les... 5%. On parle de 8000. 8000 prêts en 2022. Il y a 8000 documents chez nos aînés. C'est quand même incroyable, là. Oui, évidemment. Il y a toute proportion gardée, mais il y a beaucoup de travail à faire. Il y a du travail à faire, exact. Si on va avoir une belle piste, s'il y a des bibliothécaires, des gens, des libraires, tout le monde qui nous écoute, là, travailler avec le jeune, c'est vraiment, on plante les petites graines, on les arrose, puis on travaille. Ça, tout le monde le fait, ça. Mais des fois, on oublie nos aînés. On a une approche très paternaliste, des fois, avec nos aînés. Puis des fois, il faut les confronter un petit peu plus. Je fais un petit aparté. On a un Media Lab dans notre réseau à Laval et on utilise beaucoup notre Media Lab pour faire des ateliers avec nos aînés. A priori, tu dis, voyons, la grosse technologie, les imprimantes 3D, et ils adorent ça, ils veulent apprendre et tout. Ouais. Fait qu'on les confronte un peu. T'sais. On leur fait faire du sampling, on leur fait faire du DJing, on leur fait faire des podcasts, on leur fait... Fait que tu sais, ça... Puis ils connaissent peu de la technologie ou sont habiles simplement qu'un portable. Mais il y a quelque chose à faire du côté BD, Jean-Dominique. Moi, je pense aussi, Mathieu, puis je le vois du côté de mes beaux-parents, là, des parents de mon épouse, ou surtout mon beau-père qui est beaucoup sur sa tablette. Et au niveau cognitif, là, quand on... Puis je veux dire, c'est documenté, là, mais quand on dépasse le 70 ans et plus, il faut se garder actif. Oui. Et sur les tablettes, il y a une kyrielle d'applications qu'on vous dit, jouez à ça pendant 10 jours, vous allez maintenir votre cerveau. Mettez quand même sur un écran. Et pour moi, je ne suis pas un scientifique. Moi, j'y vais au ressenti et à l'expérience. La lecture de la bande dessinée, on se trompe quand on considère que c'est facile à lire parce qu'il y a de l'image. Parce que justement, c'est l'inverse. Et preuve à l'appui, lorsqu'on scanne l'activité cérébrale d'un lecteur de bande dessinée versus un lecteur ou une lectrice de prose, déjà là, il y a une différence. Ah oui? Ah oui, tout à fait. Parce que... mais c'est encore plus frappant l'exemple du cinéma. Le cinéma, c'est une suite séquentielle d'images, mais c'est 24 images par seconde qui bougent. Alors tout à coup, il n'y a pas l'entrecase, la fameuse gouttière, là où le travail de lectrice et de lecteur se passe. Parce que dans le fond, quand on lit une bande dessinée, il faut à la fois lire l'image, il faut lire le texte, et il faut assembler la séquence. Donc c'est un peu comme faire... l'analogie que j'utilise moi, auprès des jeunes, c'est le casse-tête.
C'est-à-dire que le casse-tête, quand on le prend, on a l'image sur la boîte, on sait exactement c'est quoi le truc fini, mais il faut l'assembler pour y arriver. En quelque part, quand on lit une bande dessinée, c'est l'équivalent de faire le montage à l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'il faut mettre tous ces morceaux-là ensemble. Et donc, il y a une activité cérébrale. Le cerveau est très, très sollicité quand on lit une bande dessinée parce qu'on travaille sur plusieurs fronts à la fois. Et me semble-t-il qu'auprès des aînés, justement, une fois qu'on a travaillé l'a priori que la bande dessinée, c'est un genre qui se destine seulement à la jeunesse, là, une fois qu'on a réglé ça, déjà là, c'est une bonne partie du travail. Mais je pense que c'est une très bonne idée, moi, de leur faire lire de la bande dessinée. Puis aussi parce que la bande dessinée, on peut la lire selon son propre rythme. Il y a un rapport très intime avec l'objet aussi, évidemment avec le type de récit qu'on lit. Et là, je vais donner un exemple d'un album québécois, Le fond du trou, de Jean Paulide. L'aventure de 48 planches de Jérôme Bigras, dont l'album physiquement est traversé par un trou qui est intégré comme contrainte formelle dans l'histoire. Tu sais, tu m'as engagé pour animer des clubs de lecture en milieu carcéral et dans le premier club de lecture, je leur ai fait lire ça. Je me suis dit, tant qu'à faire... 1, 2, 3, go! Commençons! Tu sais, les feux d'artifice, généralement, on met les gros pétards à la fin. Moi, je me suis dit, non, on y va tout de suite à fond. On va prendre la température de la pièce. Et j'ai compris que pour un lectorat qui n'est pas habitué de fréquenter ce genre-là, c'est déstabilisant. Oui. Mais pour peu qu'on soit curieux, curieuse, tout à coup, ça crée une envie. Et tout à coup, on embarque dans l'album et on vit une expérience. Et alors qu'on vit à une époque, Mathieu, où quand on va au restaurant, quand on va se magasiner des souliers, tout est axé sur l'expérience client, il me semble-t-il que la bande dessinée, c'est l'expérience ultime de lecture. Oui. Puis tu le sais, avec ton exemple, des fois, des non-lecteurs de bande dessinée s'attardent à des choses que nous, lecteurs experts, on va quand même se le dire, ils s'attardent à une case, ils s'attardent à un mot, ils s'attardent à un truc, puis ils vont passer plusieurs secondes, même une minute. Et je me souviens, parce que j'ai participé au premier atelier, puis il y avait un type qui a levé la main, puis il disait hey, « cette case-là est incroyable et tout ». On ne sait pas trop qu'est-ce que ça a fait chez lui. Il n'a pas allé plus loin que ça, mais il s'est attardé à cette case-là, puis ça a généré quelque chose. Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce qu'il trouvait le dessin beau? Est-ce que c'est difficile à dire, mais... Fait que c'est pour ça que même chez nos aînés aussi, ils ont du vécu. En ce moment, j'ai une ruche d'art en bibliothèque. Une ruche d'art, dans le fond, c'est assez simple. C'est un endroit communautaire où les gens viennent faire de l'art et échangent. Ouais. Nous, ce qu'on fournit, c'est le local, du matériel. J'ai vu à l'Orconan, il y avait de la broderie. Là. Exact. Oh, oui. Nous, on en a une, vraiment un local spécifique. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert aux adultes, mais ce sont des aînés qui viennent. Et ils se sont appropriés ça. Puis là, il y a un partage incroyable. Puis c'est tout, ces gens-là ont des vécus, ils ont des habiletés. Puis je me dis, là, ils utilisent le collage, le dessin, l'aquarelle, mais ça pourrait très bien la même chose avec la bande dessinée. Tout à fait, parce que chacun a sa propre sensibilité, sa propre expérience de vie et va porter une attention particulière à un détail. Et tu le sais, en médiation, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Parce que à un moment donné, quand tu travailles en médiation, puis tu travailles un médium ou que tu travailles une matière, là, dans ce cas-ci, la bande dessinée, de faire de la médiation face à une clientèle qui redécouvre ou qui découvre ce médium-là, attire ton attention sur des choses qui te mettent toi-même au défi. Par exemple, moi, dans les clubs de lecture en milieu carcéral, le dernier, je leur ai fait lire La Route, l'adaptation de Manu Larsonnet du roman de McCarthy. Et donc, il y a un lecteur qui était là, puis il parlait beaucoup du rapport du père et son fils. Et c'est intéressant parce qu'il a très bien compris que Manu Larsonnet... en fait, que le récit, c'est le récit d'une transmission. Oui. C'est le père qui prépare son fils qui n'a pas connu le monde d'avant. Parce que dans La Route, il est arrivé un cataclysme dont on ignore la nature et on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Exact. Donc, le récit ouvre et c'est un père avec son fils
qui doivent se rendre au bout de la route parce qu'ils espèrent trouver un refuge. En fait, je veux dire, n'importe quel récit post-apocalyptique est un peu basé sur cette prémisse-là. C'est la même chose pour le roman I Am Legend, qui a été adapté très très librement à l'écran avec Will Smith. Rien à voir avec le roman. Alors que dans La Route, l'adaptation que Larsenet en fait, moi je trouve c'est terrible ce que je vais dire, là, pour les puristes. Moi je trouve qu'il a amélioré le récit. Il a ajouté, il a amené une densité à un récit qui l'était déjà beaucoup. Oui. Et ce lecteur-là, lui, ce qui l'a vraiment troublé, en fait, c'est le rapport du père au fils. Et comment dans le dessin, il y a très peu de proximité. Et c'est intéressant, parce que je lui ai posé la question. Mais je dis, alors pourquoi? Et il m'a répondu, parce qu'il prépare son fils. Et je dis, ben voilà, t'as tout compris. Aïe, 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 c'est formidable. Et tu sais, c'est un album, et c'est ce que j'expliquais à ces messieurs, c'est que, j'écoutais, je vous ai présenté des albums en cours de club où le texte était beaucoup plus prédominant. Alors qu'ici, quand on lit le roman, déjà en partant, il y a un rythme, puis je leur ai lu un extrait. Il y a très très peu de mots. Il y a très peu de dialogue, c'est beaucoup dans la description. Et là, Larsenet, lui, la description, il s'en empare au niveau graphique. Donc, il y a vraiment fait un travail de curation dans les dialogues où il va toujours à l'essentiel. Et je leur expliquais aussi, je dis, est-ce que c'est un album parce qu'il n'y a pas de texte qui se lit vite? Et les gars me disaient, ben non, parce qu'il faut, tu sais, le dessin, puis ils ont trouvé le dessin magnifique à juste titre. Mais parce que je leur expliquais qu'aussi les clés de la compréhension étaient dans l'image. Et donc, une bande dessinée muette ne se lit pas plus rapidement. Au contraire, si vous lisez une bande dessinée muette, nécessairement, votre seul langage, c'est l'illustration. Et vos clés de compréhension sont là. Donc, si vous lisez rapidement, vous lisez pas l'album. Vous tournez les pages. Écoute, je partage une petite expérience parce que tu m'as recommandé de lire La Panthère. De Brecht Evans. Oui. Oui. Et puis, Mathieu? Écoute, je suis un peu comme toi. Je suis un lecteur solide qui a vu neiger. J'ai fermé le livre, puis ça m'a pris du temps avant de sortir. Ouais. Ce qui est un excellent signe, là. C'est au contraire, j'en lis beaucoup, puis des fois, il y a un petit écœurement vu la quantité, mais ça m'a pris du temps avant de sortir. Je l'ai relu une deuxième fois, ça m'a repris du temps avant de sortir. Et il y a des pages magnifiques sans un seul mot. Et l'auteur nous laisse sur une fin à interpréter. Chacun peut avoir un peu son angle d'attaque là, sur la finalité de l'histoire, mais c'est absolument extraordinaire. Et il y a beaucoup, beaucoup de pages où il n'y a aucun mot. Et moi, c'est vraiment un album que j'aimerais utiliser en médiation. Oh, ben là, écoute, ça, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Oui. D'autant plus que lire une bande dessinée, c'est du travail. Oui, absolument. C'est énormément de travail. Et tu sais, moi, c'est mon métier. Je lis ça à longueur de semaine. C'est énormément de travail, lire une bande dessinée. Et quand c'est bien raconté, ça facilite beaucoup le travail. Mais ceci dit, c'est néanmoins un excellent album et néanmoins, il représente beaucoup de travail de lecture parce qu'après, on s'approprie l'histoire. Et probablement que si on faisait l'expérience dans un club de lecture aîné à faire lire cet album-là, c'est pas le premier que je ferais lire. Là. Non, on s'entend. On s'entend. Mais je serais très, très, très curieux d'entendre ce que ces lectrices et lecteurs-là auraient à dire d'une lecture pareille. Particulièrement des lecteurs qui ont beaucoup lu d'autres choses, qui ont beaucoup de vécu, qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont un regard particulier, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun de faire quand on fait de la médiation avec les aînés, parce qu'ils ont un bagage incroyable. Je reviens à Maruche d'Or, il y a une dame, c'est ça, elle venait d'Alep. Ça faisait 2 ans qu'elle était au Québec, elle connaissait pas grand monde, puis là, elle a tissé des liens avec les autres femmes là, mais effectivement, partageait un peu tout ça. Puis elle avait vraiment un regard très particulier sur ses collages, était quelque chose, en fait. On sentait qu'il y avait du vécu dans ces collages-là. Fait que... C'est intéressant, mais encore une fois, c'est que l'art, c'est démocratique. Pour moi, c'est le langage ultime. Oui. Parce que c'est un langage qui fait fi des frontières, des barrières, dans une certaine mesure, des barrières culturelles, évidemment. Ta dame d'Alep, clairement, son travail était teinté de son expérience de vie, de sa culture, de ses repères culturels. Mais il en demeure néanmoins que quand on est ouvert d'esprit, je veux dire, l'art, c'est le seul et c'est le dernier rempart contre l'idiotie. Là. Oui.
Je suis assez d'accord avec toi. Puis, tu vois, j'irais même plus loin. La bibliothèque participe énormément à ça. Ben oui, parce que c'est un lieu démocratique. C'est un lieu démocratique et je le répète, c'est un lieu qui est gratuit pour tous. C'est même le lieu physique, là. C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est un lieu qui n'est pas connecté avec les besoins mercantiles, qui n'est pas... on essaie de connecter avec les besoins des gens. Tu vois, là, on va avoir, comme je le mentionnais, on va avoir une nouvelle bibliothèque bientôt au mois de novembre à Laval. Qui, semble-t-il, sera formidable. Et c'est un bâtiment fait pour ça. C'est pas une vieille banque qu'on transforme en bibliothèque, dans laquelle on fait des animations dans le coffre-fort. Mais ça a un charme, ceci dit. Un charme, ceci dit. Ouais. Mais c'est fait pour ça. Fait que là, le coin jeunesse est adapté. Le rayonnage, tu vois, si tu rentres dans la bibliothèque, dans n'importe quelle bibliothèque qui date des années 70, le rayonnage est très haut. Même moi, des fois, j'ai de la misère à aller chercher les livres en haut, mais c'est pas adapté pour personne. Quand tu vas rentrer dans la bibliothèque, au mois de novembre, le rayonnage va t'aller à ton poitrail. Ben là, Mathieu, il faut se pencher. C'est pas bon pour nos os, ça. Nos articulations, Mathieu. Oui, mais le rayonnage est penché aussi. Ah, formidable. Les étagères, tout a été... Fait qu'une bibliothèque s'ajuste aux besoins des gens. On le fait au fil du temps, les besoins changent et tout. Fait que c'est vraiment un lieu qui est parfait pour démocratiser la culture. La mission numéro 1 de n'importe quel réseau de bibliothèques dans le monde, démocratisation de la culture. Et vous êtes, encore une fois, la bibliothèque est un rempart extraordinaire et il n'y a aucune mauvaise raison, il n'y a aucune excuse en fait qui peut vous tenir loin d'un pareil lieu. Parce que c'est un lieu démocratique, je le répète, et vous faites un travail essentiel, un travail à plusieurs égards de curation, d'éducation, d'ouverture sur le monde. Moi, j'en fréquente beaucoup dans le cadre de mes activités de conférencier, les bibliothèques, et à chaque fois, quand l'occasion s'y présente, je remercie les gens de faire ce travail-là, parce que c'est un travail qui est essentiel. Et il faut que les instances investissent dans ces lieux-là. Ils croient, c'est important. Surtout que c'est un retour du balancier, parce qu'une bibliothèque, tu sais, l'investissement, il retourne aux citoyens. À Edmonton, ils ont au milieu des années 2000, ils ont fait une super belle étude sur justement, il faudrait que je te l'envoie aussi, c'est fascinant, sur l'argent qu'on met dans nos bibliothèques, puis c'est quoi la valeur? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça rapporte? Tu le sais, ça fait tellement longtemps que tu travailles en culture. L'une des difficultés, puis je le vois dans mon métier, c'est évaluer ce qu'on fait. C'est difficile. Tu donnes, par exemple, tu donnes un atelier, un club de lecture avec des jeunes, ils viennent 5-6 fois, ils lisent du manga. Après ça, on te demande d'évaluer ça. Comment on évalue, tu sais? Au-delà de demander aux jeunes, t'as-tu aimé ça ou pas? Mais ça, ils vont tous dire oui. Mais parce que c'est du moyen terme puis du long terme. Mais c'est dur d'évaluer de la médiation, de la culture, tout ça. C'est très, très difficile. Au-delà de j'ai aimé, pas aimé. C'est quoi l'impact? Est-ce que tu reviens lire? Est-ce que tu as le goût de dire à ton ami de t'abonner? Mettons dans un contexte bibliothèque, là. Ouais. Est-ce que tu empruntes plus? Est-ce que tu vas chercher d'autres livres? Est-ce que le fait d'aller au club de lecture t'a donné le goût de participer à un autre atelier différent, à un autre club de lecture, tu sais? Fait que, on n'est pas tout seul à Laval. Là. Les autres réseaux aussi essaient de donner des outils. Fait que c'est difficile d'évaluer ça. Fait que, tu sais, les bibliothèques, dans le fond, pour venir à l'étude d'Edmonton, ils ont tenté d'évaluer ça. C'est super intéressant. Je ne veux pas le résumer ici, mais ils ont donné une valeur par habitant. Puis ils mettaient que quand tu avais $1 d'investi d'une bibliothèque, combien? C'était autour de... Il y avait un retour pour les citoyens de $2,50. Bon, mais c'est ce que je... Ouais, t'es pas surpris. Parce que pour plein de raisons, dont la plus évidente, le citoyen n'a pas besoin d'aller acheter un livre, il l'emprunte. Ça, c'est la raison numéro 1, mais de base. Mais tu sais, il y avait des tonnes de critères. Sa participation, il vient voir une conférence sur Jean-Dominique Leduc. Ah, parfait. Après ça, je vais aller voir une autre conférence qui peut-être, elle est payante. Puis après ça, tu sais, ça... Fait que ça, la bibliothèque en a un rôle là. Plus encore, tu le sais, puis là, encore une fois, pas embarquer dans les détails, les bibliothèques aident à la vie culturelle. On fait vivre aussi les auteurs. Ah ben oui, non, mais c'est sûr. On achète, tu le sais, comment ça fonctionne grosso modo.
sur un territoire donné, il y a des librairies agréées qui doivent avoir un... on a déjà jasé, puis qui doivent avoir un fonds. Puis un coup que la librairie est agréée, nous, on achète là. On est obligé d'acheter dans ces librairies-là. Puis ce sont des petites librairies. Vrai que parfois, il faut compléter chez les grands, là, les Renaud-Bré, Archambault. Mais c'est une mesure, on pourrait dire que c'est une mesure protectionniste. Oui. Mais on pourrait dire aussi que c'est une mesure pour justement faire... En fait, moi, c'est surtout comme ça que je le vois. C'est pour faire vivre le milieu. Exact. Et le milieu, c'est les différents intervenants. Ça, c'est un moyen. Un autre, c'est qu'on a régulièrement des auteurs qui viennent. Si toi, par exemple, tu publies un livre, on t'invite en conférence, qu'est-ce qui va arriver? On va demander à l'équipe des achats d'acheter 10 Jean-Dominique Leduc pour être sûr qu'on en a sur nos rayons. Fait que tu sais, t'en profites. Ton éditeur en profite. Le libraire en profite. Ça, tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Puis nous, on a des gros budgets. On achète en grosse quantité. Je veux dire, Michel Rabagliati sort une bande dessinée. Tu le sais, c'est un bon vendeur. On en achète 25. Juste nous, Laval. Puis après ça, c'est sans compter les remplacements, les BD. Oui, d'ailleurs, parlons-en de l'usure et de la durée de vie d'un livre. Là. Un album de bande dessinée, là, ça vit combien d'emprunts? Écoute, on va diviser ça en deux. Parce que les albums jeunesse, à 90%, passent entre les mains de notre équipe qui vont les cartonner. Oui. Si l'album est déjà cartonné, ils vont le protéger. Ils vont solidifier l'objet. Si l'album est mou, vous savez, ben c'est ça. Ils vont le transformer pour le cartonner. Grosso modo, c'est en 30 et 40 prêts. Donc, on renouvelle la flotte constamment. Constamment. Le manga, on se donne pas la peine parce qu'ils sont tout le temps brisés. Fait que c'est autour de 8-10 prêts. Puis on achète... 8-10 prêts. 8-10 prêts? Écoute... Bien honnêtement, les documents adultes, romans, documentaires, tout ça, à moins que tu l'échappes dans ton bain ou tu mets ton café dessus, ça va prendre bien du temps avant qu'on le remplace. Des années, hein? Oui, exact. Beaucoup plus que le 30-40 prêts, puis des années. Alors que le jeunesse, c'est ce qu'on remplace le plus. Les jeunes, ça l'oublie, ça déchire, c'est correct, ça fait partie de notre mandat. Fait que dans le fond, le manga, puis de la manière dont ça fonctionne, on a des systèmes automatisés. Pour mettons, quand je parlais de Naruto tantôt, dans le réseau, on a 15 Naruto numéro 40. Il y en a 5 qui viennent disparaître parce qu'on les a élagués. Automatiquement, chez le libraire, on passe la commande. C'est automatique. Les nouveaux Astérix, ils sortent automatique. On a un vieux Astérix qui sort, parfait. On ne veut pas avoir... il nous manque chez les Belges, parfait. On y est automatiquement acheté, les grosses séries. Évidemment, quand on parle des ventes de livres au Québec, et qu'on consulte comme moi avidement le rapport Gaspard. Ça, c'est comme l'annuel de l'automobile pour la personne qui s'intéresse aux véhicules, ce qui n'est pas mon cas. Mais il faut tenir compte que dans les chiffres de vente, je veux dire, c'est à 90% les institutions. Oui. Parce que les ventes d'albums de bande dessinée dans des librairies généralistes et des librairies spécialisées, tant indépendantes que des chaînes, pour ne pas les nommer, Renaud-Bré, Archambault, et les Chapters et Indigo et machin. Si les institutions se retiraient des achats, je veux dire, c'est fini, là. Ça tient plus à rien. Il n'y a plus de bande dessinée qui se vend, là. La manière dont on fonctionne au Québec, effectivement, je peux pas parler pour les autres provinces, ou je sais pas comment c'est en France, par exemple, mais ici, oui, absolument. Tu sais, d'un auteur qui fait un roman, qui en vend 10 000 copies, qui est un très bon vendeur et tout. Il y en a une grande part qui est, surtout, parce que tu le sais, c'est un petit milieu, les bibliothèques, surtout si quand on se parle, moi je suis sur des comités avec d'autres bibliothécaires, puis encore une fois, je fais la promotion de la BD, et vice-versa, des fois je connais pas tout, puis hey, avez-vous ça? Hey, on l'a pas, nous. Hop, on achète 10 copies et tout. Fait que, oui. Je serais curieux de voir, moi, chez les éditeurs québécois, de bande dessinée, si ils tiennent compte de cet élément-là, qui est pas banal, de dire 90% de mon catalogue, 90% des albums de mon catalogue sont vendus en institution, si tel est le cas. Ouais. À quel point ils tiennent compte de ça dans les choix des œuvres? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Très J'ai bonne l'impression, moi, qu'il y a des éditeurs... Puis c'est pas une attaque, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des éditeurs qui tiennent pas du tout compte de ce fait-là. Et je pense qu'il y a des albums qui passent à côté du succès à cause de ça. Oui. J'essaie personnellement de participer à tous les lancements
tu sais, printemps, automne, des grands éditeurs de BD. Ouais, mais c'est parce que tu veux boire du vin puis tu veux manger des bouchées sur le bras, là, Mathieu. C'est en ligne, Jean-Dominique, c'est en ligne maintenant. Oui, parce que ça part de la France. Tout à fait. Peut-être que le groupe Média Participation exact, on est d'Argo comme 200, Lombard. là, puis ça, puis ils présentent ça, puis En pyjama chez vous. En pyjama, puis tu essaies de tout noter et tout. Ben, mais t'as pas tort. Est-ce qu'au Québec, on pourrait avoir, mettons, une fois par année, nos amis de Pau, nos amis de la Pastèque, tout ça, dire « Hey, on vous fait une présentation de ce qui s'en vient. » Parce que dans le fond, pour les gens qui vont nous écouter, vous savez comment ça fonctionne en bibliothèque. On a une équipe, nous, qui font les achats. Ils s'en vont en librairie. Oui, sauf, et là, parenthèse, dans la région administrative de Montréal, qui a, depuis quelques années, centralisé ses achats, et il y a 4 acheteurs qui ne rencontrent pas les libraires. Ils passent des commandes, ils prédéterminent quelle librairie va leur vendre tel livre. C'est bien dommage. C'est vraiment C'est mon opinion personnelle, c'est bien dommage. Tout à fait. Parce que, évidemment, à Laval, nous, on a une petite équipe, c'est 3 bibliothécaires. Fait que c'est plus personnalisé aussi. Puis dans le fond, les filles, ces 3 femmes, elles vont passer leur journée, ce qu'on appelle à l'office. Puis toute la journée, elles vérifient les nouveautés. Puis là, c'est le rôle des libraires là-bas de leur présenter des coups de cœur, des trucs qu'on n'aurait peut-être pas vus. Évidemment, pas le nouveau Rabagliati, mais tu sais, des choses qui sortent un petit peu... des sentiers battus. Des sentiers battus. Fait qu'ils passent leur journée là, ils notent tout ça, puis après ça, ils vont faire leurs achats. Il y a des achats automatisés, comme je le mentionnais tantôt, et ils doivent aller là parce qu'évidemment, nous, on couvre aussi, vous savez, le documentaire, la poésie, l'album jeunesse, c'est toute une panoplie sous-divisée. On a le mandat de faire vivre aussi les auteurs lavallois, fait qu'on tient... Oui, d'ailleurs, vous avez commencé à identifier en bibliothèque. Oui, exact. Les auteurs lavallois. Oui, c'est tout frais, c'est cette semaine. Quelle belle initiative. Oui. Moi, Mathieu, j'ai envie peut-être de te poser comme dernière question. Et moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis parce qu'il y a eu des tentatives par le passé qui se sont mal terminées. Mais crois-tu qu'au Québec, on aurait besoin d'un organisme indépendant qui verrait à la promotion de la bande dessinée locale? Auquel, par exemple, tu sais, parce que là, les festivals remettent des prix. Il y a l'organisme Québec BD qui a son propre, qui a rapatrié le Festival de Québec, qui est actif dans son coin beaucoup. Dans les années 80, il y a eu l'ACIBD, l'association des auteurs de bande dessinée, qui avait été, entre autres, pilotée par l'auteur lavallois Pierre Fournier. Mais bon, la politique a embarqué là-dedans, ça a duré quelques années, mais le but avoué de cet organisme-là, c'était de faire la promotion du médium auprès des institutions et des subventionneurs. Tu sais, si aujourd'hui, des autrices et des auteurs de bande dessinée au Québec peuvent avoir accès à des subventions pour boucler des albums, c'est parce qu'ils ont, avec Jacques Sanson, entre autres, qui avait, avec M. Cochon, rédigé un mémoire qu'ils avaient présenté aux institutions gouvernementales. Donc, un organisme qui pourrait justement prendre le relais, pas prendre le relais en fait, je vais mieux m'exprimer, qui pourrait offrir justement une certaine approche de médiation quant aux éditeurs québécois. De dire, voici un document qu'on transmet, ne serait-ce que, tu sais, il y a le bilan Gaspard, mais je pense que ça pourrait être chouette, moi, qu'il y ait un organisme sur la bande dessinée québécoise qui produit ses propres recherches, ses propres dossiers, et qui aide en médiation en tenant compte des listes, des nouveautés, qui fait quoi, qui joindre où. Écoute, moi je pense que c'est une super bonne idée. Parce que moi personnellement, j'adore la bande dessinée, c'est facile pour moi de démêler tout ça. Qui fait quoi, puis Luc Bossé chez Parpar et tout. Je connais ma poutine. Mais j'ai une majorité de collègues, je travaille sur d'autres comités ils sont totalement perdus là-dedans. Puis je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, quand on s'est réintéressé aux Premières Nations, puis même les réseaux des bibliothèques aussi ont participé à ça. Mais moi, demain matin, tu me dis, Mathieu, beaucoup de nos auteurs des Premières Nations, OK, on commence par où, on appelle qui, tout ça? Et il y avait un organisme. Tout le monde est passé par eux.
Puis ils nous ont dit, ben vous voulez quoi? Un auteur jeunesse? Vous voulez... Fait que, d'un point de vue strictement pratico-pratique, j'imagine un gros réseau comme Québec, là, une quarantaine de bibliothèques, ils ne savent pas où, ils veulent avoir 3-4 auteurs jeunesse pour l'été 2025. On va où? On fait quoi? On passe par où? On peut avoir un organisme qui dit, OK, parfait, on va vous mettre en contact avec des auteurs, on peut regarder ça. Ça pourrait être super intéressant. Puis ça, c'est une des facettes de cet organisme-là. Toi, tu parlais de la recherche. On pourrait nous envoyer de... Mais de la médiation, tu sais, par exemple. Ça, c'est le côté médiation, mais ça pourrait être le côté 2 fois par année, ils nous envoient les statistiques que tu nous donnes, ce qui est le plus vendu, ce qui est le plus emprunté et tout. Ça nous oriente aussi sur les intérêts des jeunes, les intérêts de nos publics, puis orienter. Moi, je suis fasciné des fois là, de voir que j'ai des collègues dans d'autres réseaux, puis ils vont faire leurs achats BD, puis sont super mal conseillés, parce qu'ils savent pas. Puis la personne sur place, je critique pas les libraires. Elle est de bonne foi, elle a à tout couvrir. Elle connaît plus le roman jeunesse, mais tu lui demandes une BD pour des jeunes garçons de 9 ans qui lisent pas trop. Ouh là, c'est plus trop. Et souvent, là, c'est là que le Garfield embarque, le réflexe embarque. Le Garfield ou le vieux Bully Bill, c'est bien correct aussi, tout ça, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. On a mentionné Imbattable, tu vois, moi, c'est une BD que je ressors tout le temps. C'est extraordinaire. Puis quand je dis, mon jeune, il lit pas beaucoup de ça, essayez ça pour voir. Ouais. Puis là, souvent, le parent revient ou le professeur fait comme, hey, t'en as-tu d'autres demain? Malheureusement, il n'a pas tant que ça. Oui, il n'a pas tant que ça. Mais c'est une petite porte. Tu sais, quand t'es bien conseillé, après ça, t'es comme, Puis comme la professeure que tu mentionnais, tu lui as un peu révélé le monde du manga. Après ça, les gens, ils font leurs recherches par eux-mêmes, puis là, ils farfouillent là-dedans. Mais un organisme qui aiderait, je te garantis qu'il y aurait beaucoup de courriels par jour. Je pense que oui, parce que, tu sais, la bande dessinée québécoise jouit, puis la bande dessinée en général au Québec jouit, et je vais bien choisir mes mots, jouit d'une visibilité sans précédent. Ça veut pas dire que tout va bien, Madame la Marquise, puis que tout le monde vit bien de ça. Exact. Les chiffres de vente demeurent anormalement anémiques. Là, il y a une multiplicité de structures éditoriales, donc il y a de plus en plus d'autrices et d'auteurs qui font de la bande dessinée. Là, maintenant, il y a même des éditeurs généralistes qui ont emboîté le pas, sentant la tendance. Et donc là, c'est pas toujours heureux non plus ce qui se publie, on va se le dire. Mais je pense effectivement que pour démêler tout ça et pour outiller les gens, ne serait-ce que pour des informations, je pense qu'un organisme comme ça pourrait servir puis aux bibliothèques, mais ça pourrait servir. Oui, je parle pour mon jardin puis oui, cour, évidemment, parce que c'est toi que j'ai, mais je pense que c'est un outil qui pourrait être très, très bon, ça, pour les bibliothèques. Je vais faire un pas à côté. Moi, je suis souvent approché par mes collègues de la culture. Une résidence d'auteur, d'un auteur de bande dessinée, c'est pas obligé d'être bibliothèque. Ça prête mes collègues de la culture à Laval, là, qui font une résidence d'auteur. Ouais. Puis des fois, ils disent, hey, Mathieu, des auteurs de BD à Laval, t'en connais-tu? La personne fait 15 ans qu'elle travaille à la culture à Laval, elle me pose cette question-là, je la blâme pas, puis elle n'est pas capable de nommer un autre. Il n'y en a pas des masses, ceci dit, mais tu sais... Non, mais il y en a. Mais il y en a, tu sais, on peut nommer Velm, tout ça, mais... Fait que, tu sais... Cette personne-là, elle n'a pas de quelqu'un qui est passionné de la BD autour d'elle. Elle travaille à la culture à Trois-Rivières, à Sherbrooke. C'est un monde, là, mais je pense qu'effectivement... Mais les BDistes, ils n'ont pas de corporation au Québec? Ou non, il y a les illustrateurs ont une espèce de regroupement, là, des illustrateurs du Québec, mais c'est les illustrateurs largement. Okay, donc les gens en publicité, en pige, il y a des BDistes là-dedans, mais Est-ce qu'une corporation pourrait jouer ce rôle-là? On va finir notre discussion avec ça, mais... peut-être, mais c'est sûr qu'après, il y a la question de est-ce qu'on investit des budgets dans ça? Si oui, est-on en train d'enlever de l'argent à de potentiels albums d'autrices et d'auteurs? Je comprends. Donc, il y a tout ce questionnement-là aussi, mais comme dans les affaires, je pense que la chose la plus difficile, ce n'est pas de se lancer en affaires, c'est de gérer sa croissance. Et ça, je pourrais en parler longuement à ce micro, je le ferai pas. Mais l'enjeu majeur, c'est la courbe de croissance. Et je pense que la bande dessinée comme médium, enfin au Québec, en est arrivée là. Mais les gens ne savent pas trop encore quoi faire avec ça. Et moi, je le vis là, comme conférencier, comme médiateur culturel en bande dessinée. J'en reçois des quantités de courriels de gens
de différents milieux qui me demandent « T'as-tu un BDiste à me... » Puis, Je le sais, et je c'est prends le temps de incroyable. répondre à ces choses-là, mais à un moment donné, je me dis « Hey, il y a un manque là, et je pense que ça pourrait être profitable. » Je sais, moi, je suis sollicité régulièrement. Régulièrement, toi, encore une fois, cet été, on a eu un club de lecture, le club de lecture TD, Ouais. pour les 0-12 ans. Et une partie du club de lecture, ils ont un beau site Internet, les jeunes peuvent aller là, partager leur lecture et tout. Et ils ont une bande dessinée. À chaque année, ils font une petite bande dessinée de 2 pages. OK? Puis ils ont dit, OK, on voudra voir qui. Fait que, évidemment, ils sont tournés vers moi. Ouais. Puis ils ont lancé l'appel, puis il y a eu JP Perrault qui a appliqué. Puis je dis, JP Perrault fait de la super belle bande dessinée et tout. Allez-y avec ça. Mais il était encore une fois très perdu dans tout ça. Là. On va où? On fait qui? Puis c'est tout simple. Puis souvent, c'est des beaux contrats. Comme là, c'était Bibliothèque et Archives Canada. Je sais qu'ils payent bien. C'est un nom très pragmatique. Là. Ouais. Ils payent très, très bien. Fait que c'est dommage qu'ils donnent ça un peu à n'importe qui ou à un illustrateur qui fait plus ou moins de BD, mais moi, je vais vous en faire une, alors qu'il y a des gens que c'est leur métier. L'année d'avant, on a eu les 2 gars de Merlin. Ah oui, donc les gars du nouveau manga, Les Élus et Jaunes. Exactement, dont tu parlais tantôt, super sympathique, c'était vraiment... Fait que eux autres, ça a été bien le fun aussi, fait que tu sais, ça les a fait voir, c'est une petite opportunité et un petit exemple, mais je reviens à ce que tu dis. Voilà, ça serait utile. Mathieu Tremblay, on aurait pu continuer ce micro-là pendant des heures. Je pense que oui. Merci beaucoup d'être passé à ce micro. Et merci du travail que tu fais. Puis je le dis pas face à un employeur, mais je le dis parce que c'est important ce travail-là. Et quand c'est porté par des passionnés comme toi, ben ça ouvre des perspectives. Donc chapeau bas, Mathieu Tremblay. Merci d'être passé à ce micro. J'ai l'impression que ce sera pas ton dernier passage. Qui sait? Qui sait? Non, mais on parlera d'autres choses. Écoute, en plus, pour le bénéfice des auditrices auditeurs, là, Mathieu avait amené 3 albums. On aurait pu potentiellement discuter, évidemment, mais là, à un moment donné, va falloir que tu reviennes pour ça, Mathieu. Il va falloir que je revienne, avec plaisir. Et peut-être qu'on pourrait faire le prochain micro, peut-être qu'on pourrait justement se dire, OK, on choisit 3 albums qui vivent dans le milieu des bibliothèques de Laval. Et justement, de parler de ces albums-là plus spécifiquement et des retombées de ce qui s'est allé chercher chez les lectrices et lecteurs. Donc, on pourrait... tiens, je te lance cette pêche-là. Très bonne idée. Donc, au travail, Mathieu. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, Jean-Dominique. Pour suivre les activités des bibliothèques de Laval, rendez-vous au biblio.laval.ca. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.